Imaginez, du fer ordinaire traverse le vide, subit une pression de plusieurs centaines de mégapascales et atteint une température capable de le transformer en un matériau plus précieux que certains bijoux. Mais le plus mystérieux, ce n'est pas son prix. Le plus grand secret réside dans le fait que les ingénieurs modernes ont peut-être réussi à reproduire le secret de l'acier de Damas légendaire, dont l'humanité croyait la formule perdue à jamais. Comment les maîtres anciens créaient-ils, il y a des siècles, des structures semblables à des nanotechnologies, sans aucun microscope? Et pourquoi aujourd'hui, des usines ressemblant à des laboratoires spatiaux dépensent-elles des ressources colossales pour reproduire leurs résultats? Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez le secret gardé pendant des siècles, celui qui changera à jamais votre vision d'un simple morceau d'acier. Disons-le d'emblée, ce fameux acier de Damas historique, celui dont les poètes chantèrent qu'une telle lame pouvait trancher un foulard de soie en plein vol ou fendre une armure de fer sans s'émousser, c'est un véritable casse-tête pour les historiens. Le fait est que le véritable secret de sa fabrication a été perdu quelque part au XVIIIe siècle. Ce que nous voyons habituellement sur les marchés ou dans les boutiques de souvenirs sous l'appellation de Damas, c'est ce qu'on appelle l'acier soudé. Le forgeron prend simplement deux morceaux de fer différents, les superpose, les chauffe et les martèle jusqu'à ce qu'ils ne forment plus qu'un. Puis il replie, encore et encore. On obtient ainsi une sorte de feuilleté de fer. C'est beau, c'est impressionnant, mais ce n'est absolument pas ce que faisaient les anciens maîtres en Inde ou en Perse. Le véritable secret résidait dans les creusets. Les métallurgistes anciens faisaient fondre le fer avec du bois et certains minéraux dans des pots fermés. Ils ne connaissaient pas le tableau de Mendeleïev, mais ils avaient trouvé intuitivement le chemin des nanotechnologies. Les microscopes électroniques modernes ont révélé la présence de nanotubes de carbone dans la structure de ces légendaires épées. Imaginez un peu, il y a des centaines d'années, les hommes créaient des nanostructures simplement en sélectionnant la bonne composition de minerais et le bon régime de refroidissement. Tout le secret résidait dans les traces de vanadium et de tungstène qui se retrouvaient accidentellement dans le bain de fusion, provenant de gisements bien précis. Quand ces gisements se sont épuisés, l'acier a disparu avec eux. Regardez maintenant ce qui se passe ici, dans cette usine moderne. Nous nous tenons devant une installation qui ressemble à un module de vaisseau spatial. C'est une chambre d'atomisation gazeuse. Ici, les métallurgistes ne comptent plus sur la chance ou sur le bon minerai venu d'Inde. Ils prennent des métaux purs, fer, chrome, nickel, molybdène, vanadium, et les mélangent selon des proportions calculées au millième de % près. Tout ce cocktail est fondu dans un four à induction sous vide. Savez-vous pourquoi le vide est si crucial? Parce que l'oxygène est l'ennemi numéro 1 d'un bon métal. Chaque bulle microscopique d'oxyde à l'intérieur de la pièce est un point de rupture potentiel. Lorsque l'acier devient liquide, il traverse une buse spéciale où un jet de gaz inerte le frappe sous une pression colossale. Le métal éclate en milliards de gouttelettes minuscules, chacune se solidifiant en plein vol. À la sortie, on obtient une fine poudre grise. Chaque grain de cette poudre représente un acier parfait, avec une composition uniforme à 100%. Dans un lingot classique, les éléments lourds peuvent se déposer au fond pendant la solidification du métal, alors qu'ici, chaque particule est la copie conforme d'une autre. C'est le fondement des aciers damassés modernes. Vient ensuite un procédé appelé compactage isostatique à chaud. La poudre est versée dans une grande capsule d'acier. Mais ce n'est pas un simple conteneur. À l'intérieur se crée un véritable enfer pour le faire. La pression y atteint 100 mégapascales, tandis que la température se maintient autour de 1100 degrés. Sous cette action, les grains de métal ne se contentent pas de s'agglomérer. Ils diffusent littéralement les uns dans les autres au niveau atomique.
On obtient un bloc monolithique dont la densité surpasse celle de n'importe quelle coulée traditionnelle. Mais où est le motif, me direz-vous? N'est-ce pas précisément pour cela que nous sommes venus? C'est ici que commence la partie la plus fascinante, là où la chimie moderne rencontre l'esthétique. Pour obtenir ce dessin caractéristique qui évoque des vagues sur l'eau ou des dunes de sable, les ingénieurs utilisent deux types différents d'aciers en poudre. L'un, à forte teneur en carbone pour une dureté exceptionnelle, l'autre, additionné de nickel, qui apporte brillance et résistance à la corrosion. Ces poudres sont versées dans la capsule selon un schéma bien précis. Parfois, on les sépare par de fines cloisons d'acier. Parfois, on recourt à la modélisation informatique pour créer une matrice tridimensionnelle complexe à l'intérieur du bloc. Lorsque cet énorme pain d'acier sort de la presse, il ressemble à une barre grise, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pour en extraire la beauté, on l'envoie vers des laminoirs géants et des marteaux hydrauliques qui exercent une pression de plusieurs milliers de tonnes. Le métal est étiré, plié, tordu. Chaque mouvement déforme les couches internes de poudre, les transformant en motifs complexes qui traversent tout le volume du métal. Ce n'est pas un dessin en surface, c'est l'âme même de ce morceau d'acier. Nous passons maintenant dans l'atelier, où se déroule l'étape finale, celle qui ressemble le plus à un travail pratique de chimie. C'est la gravure à l'acide. Une fois la pièce polie jusqu'à obtenir un éclat de miroir, on la plonge dans une solution de chlorure ferrique ou d'une autre substance active. Et c'est là que se produit la transformation chimique. L'acide réagit avec les différentes couches d'acier à des vitesses variables. Les zones à forte teneur en carbone deviennent sombres, presque noires, tandis que les couches de nickel restent claires et brillantes. Littéralement, en quelques minutes, sous vos yeux, surgit d'un banal morceau de ferraille un motif dont il est impossible de détourner le regard. Chaque ligne raconte l'histoire du métal qui s'est déformé sous la presse. Une question logique se pose. À quoi bon tout cela, si ce n'est pour fabriquer des couteaux de cuisine hors de prix, destinés à des gens qui font des œufs brouillés une fois par semaine? La réponse se trouve dans les caractéristiques techniques. Cet acier frité n'est pas qu'une question d'esthétique. Grâce à l'absence d'impuretés et à sa structure homogène, ces métaux possèdent une stabilité dont les maîtres d'autrefois ne pouvaient que rêver. Ils conservent leur affûtage des dizaines de fois plus longtemps que l'acier ordinaire, tout en résistant aux contraintes latérales les plus violentes. C'est un matériau pour les outils qui travaillent dans l'espace, pour les pièces de moteur soumises à des sollicitations au-delà du raisonnable, et pour les instruments chirurgicaux de nouvelle génération. À propos de prix, justement, 1 kg de cet acier damassé frité peut coûter plus de 500 €. Pour comparaison, l'acier de construction ordinaire revient à moins d'1 € le kilo. Autrement dit, ce morceau de métal entre mes mains vaut plus cher que certains bijoux. Et c'est justifié, car il renferme 18 mois de développement, l'énergie d'une centrale électrique entière et le savoir-faire de centaines de métallurgistes. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez cette différence entre le véritable Damas et ce qu'on nous vend en boutique. Et n'hésitez pas à partager. Quelles autres technologies secrètes aimeriez-vous découvrir? La prochaine fois, nous irons peut-être voir comment on fabrique la fibre de carbone pour les monoplaces, ou comment on cultive des diamants synthétiques pour les foreuses. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, car nous avons encore beaucoup d'ateliers brûlants et de découvertes extraordinaires devant nous. Prenez soin de vous et que votre curiosité pour le fonctionnement du monde ne rouille jamais. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans l'usine qui fabrique de véritables suspensions géantes, des ressorts pour camions-bennes de carrière, une machine de 400 tonnes
qui roule toute la journée sur des cailloux gros comme votre tête et qui décharge jusqu'à 8 tonnes de minerais. Pour qu'un tel engin ne se disloque pas dès son premier trajet, il lui faut une suspension d'une puissance incroyable. Et voici comment elle se fabrique. Me voici devant une barre d'acier de 75 mm de diamètre, presque l'épaisseur de mon poignet. De ce monstre naîtra un ressort haut comme un homme, pesant près de 2 kg. Un seul ressort. Et il en faut de 4 à 8 pour équiper un camion benne. Voyons comment on les fabrique. Tout commence par le choix du matériau. L'acier ordinaire du commerce ne convient pas. Il faut un acier à ressort spécial contenant du chrome, du silicium et du vanadium. Ces éléments rendent le métal à la fois ultra résistant et élastique. Les nuances les plus courantes sont les 5160 et 9254. Cela sonne comme un code secret, mais il s'agit simplement de la composition chimique de l'acier, où chaque chiffre indique le pourcentage des différents éléments. Nous voilà devant le four de préchauffage. Première étape de ce qu'on appelle l'enroulement. Pourquoi une telle chaleur? Parce qu'une barre d'acier de plus de 12 mm d'épaisseur ne peut se plier à froid. Elle risquerait tout simplement de se fissurer. On la chauffe donc à plus de 950 degrés Celsius, une température si intense qu'elle ferait fondre de l'aluminium en quelques secondes. Regardez ce four, on l'appelle un four à poutre mobile. Des barres d'acier de 14 à 45 mm de diamètre y circulent librement, chauffant uniformément sur toute leur longueur. Le processus prend environ 20 à 30 minutes. Si le chauffage n'est pas homogène, une partie sera molle, l'autre dure. Le ressort lâchera au bout d'une semaine. Voici la barre qui sort du four. Elle rayonne d'un rouge éclatant. Température 970 degrés. L'air qu'elle dégage est si brûlant qu'à 2 mètres de distance, on sent la chaleur sur son visage. Et c'est ce métal incandescent qu'on va maintenant enrouler en ressort. Devant nous se dresse une machine gigantesque, une enrouleuse automatique à commande numérique. Cet engin coûte 1 million d'euros et peut fabriquer des ressorts d'un diamètre allant jusqu'à plusieurs centimètres et d'une longueur pouvant atteindre 2 mètres. Voici comment elle fonctionne. Une barre chauffée à blanc passe à travers un système de rouleaux qui la guide vers le dispositif d'enroulement. Là, 2 gros rouleaux, l'un vertical, l'autre horizontal, pressent le métal avec une force de plusieurs dizaines de tonnes, l'obligeant à contourner une tige centrale, que l'on appelle le mandrin. Une barre de 7 cm et demi d'épaisseur se plie comme de la pâte à modeler, s'enroulant spire après spire. En 5 minutes, la machine fabrique un ressort de 10 à 20 spires d'une hauteur d'1,80 m. La vitesse d'enroulement? Environ 5 spires par minute pour des barres aussi épaisses. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Chaque spire doit être parfaitement régulière, l'espacement entre les spires, calculé au millimètre près. Un écart de plus de 2 mm et le ressort ne résiste pas à la charge. C'est pourquoi la machine contrôle tout. La température du métal, la vitesse d'avancement, la force de pression des rouleaux. Chaque capteur transmet les informations à l'ordinateur, qui régule le processus en temps réel. Une fois le ressort enroulé, vient la trempe. Le ressort incandescent est instantanément plongé dans un immense bain d'huile. C'est ce qu'on appelle la trempe à l'huile. L'huile est à environ 60 degrés maximum, alors que le ressort frôle les 1000 degrés. Quand ils se rencontrent, pouf! Un nuage de vapeur, un sifflement, comme celui de dizaines de serpents. La température chute à 200, 300 degrés en quelques secondes à peine. Que se passe-t-il à l'intérieur du métal? Ce refroidissement brutal modifie la structure cristalline de l'acier, le transformant en martensite,
une forme extrêmement dure. C'est comme congeler de l'eau. Elle devient solide, mais dans le métal, le processus est infiniment plus complexe. L'acier trempé devient si dur qu'il peut rayer le verre. Mais il y a un problème. Après la trempe, l'acier devient friable comme du cristal. Un seul choc, et le ressort peut se briser. D'où l'étape suivante, le revenu ou recuit. Les ressorts sont à nouveau chauffés, mais cette fois à une température plus basse, entre 400 et 500 degrés Celsius. Ils sont maintenus à cette température pendant 2 à 3 heures, puis refroidis librement. Le revenu, c'est comme un massage pour le métal. Il réduit les tensions internes, rend l'acier moins fragile, tout en préservant sa dureté. La dureté finale d'un ressort de camion-benne se situe entre 40 et 50 unités sur l'échelle de Rockwell C. Autrement dit, seul un diamant ou un autre acier trempé peut le rayer. Passons maintenant à l'étape suivante, le grenaillage. Regardez cette chambre. À l'intérieur, des milliers de billes d'acier d'un demi-millimètre de diamètre fusent à 80 mètres par seconde et bombardent la surface du ressort. Ce n'est pas une destruction, c'est un renforcement. Une bille métallique, en frappant la surface, crée une micro-indentation. Le métal environnant se comprime, formant une zone de résistance accrue. Des millions de ces impacts recouvrent toute la surface du ressort, d'une couche de métal densifiée d'une profondeur, pouvant atteindre 1 mm. Résultat, la résistance à la fatigue, la capacité à supporter des millions de cycles de charge sans fissuration, augmente de 30 à 50%. Le processus prend environ 3 minutes pour un grand ressort, après quoi la surface devient mate, légèrement rugueuse au toucher, mais considérablement plus résistante. Si les ressorts supportent le poids de la machine, les amortisseurs, eux, absorbent les oscillations. Sans eux, le camion-benne rebondirait comme un ballon après chaque nid de poule, et le conducteur souffrirait d'une commotion cérébrale au bout d'1 an de travail. Devant nous se dresse un cylindre hydraulique d'1,80 m de haut et de 25 cm de diamètre. À l'intérieur, un système complexe de clapets, de pistons et de joints d'étanchéité. Le principe de base est simple. Le piston se déplace dans le cylindre rempli d'huile, la forçant à traverser de minuscules orifices. L'huile oppose une résistance, amortissant ainsi le mouvement. Mais c'est dans les détails que réside la magie. Et la magie de cette chaîne opère grâce à votre abonnement. Le piston comporte plusieurs types de clapets. Certains fonctionnent lors de mouvements lents, d'autres lors de chocs brutaux. À faible vitesse, l'huile traverse de petits conduits de 2 à 3 mm de diamètre. Lors d'un impact violent, des clapets supplémentaires de 10 à 15 mm de diamètre s'ouvrent, laissant passer davantage d'huile et empêchant une montée en pression excessive. À l'intérieur, se trouve également une chambre à gaz, remplie d'azote sous une pression de 20 à 30 bars. Cela prévient la cavitation, c'est-à-dire la formation de bulles dans l'huile qui pourrait détruire l'amortisseur. L'azote se comprime en compensant le volume occupé par la tige du piston lors de son mouvement. La tige du piston est fabriquée en acier chromé d'un diamètre de 6 cm. Ce n'est pas décoratif. Le chromage crée une surface ultra résistante capable d'endurer des millions de cycles sans usure. L'épaisseur du revêtement chromé n'est que de 0,2 mm, mais cela multiplie par 10 la durée de vie. Avez-vous déjà vu forger les muscles d'acier de la planète ? Aujourd'hui, nous sommes à Bilbao, dans l'usine légendaire Vicine Cadenas. Ici, le métal n'est pas dompté par des marteaux, mais par une pression colossale et du courant électrique. Dans ces ateliers naissent des chaînes destinées aux plateformes pétrolières du golfe du Mexique et aux éoliennes géantes flottant en plein océan. Un seul maillon pèse autant qu'une voiture entière. Je vais vous montrer comment l'acier incandescent,
de 20 cm de diamètre, devient aussi malléable que de la pâte à modeler. Attachez vos ceintures, nous entrons dans une véritable forge des dieux. Cette barre d'acier évoque davantage le tronc d'un arbre centenaire qu'une armature ordinaire. Dans l'usine Vicine Cadenas de Bilbao, tout commence par ce monstre. Un cylindre plein en acier spécial, hautement taillé, dont le diamètre dépasse 20 cm. Pour mieux vous représenter l'échelle, cette tige d'acier est plus épaisse que la cuisse d'un athlète professionnel. Ce n'est pas simplement du fer, c'est un concentré de résistance, conçu pour survivre des décennies dans l'environnement salin agressif de l'océan, sous une pression de milliers de tonnes. Le processus de transformation de ce géant froid et intraitable en maillon de chaîne débute par un choc thermique. La barre entre dans un four à induction, et là, la physique prend le dessus. Il ne s'agit pas d'un feu ordinaire, ni d'une chambre à gaz. Ici, ce sont des champs magnétiques d'une puissance inouïe qui opèrent. Le courant électrique traverse le métal, excitant ses atomes jusqu'à un état de véritable frénésie. En quelques minutes à peine, l'acier gris et froid commence à se métamorphoser sous nos yeux. D'abord, la surface vire au bordeaux terne, comme si le métal s'emplissait de colère. Mais la température continue de grimper vertigineusement, dépassant les 1000 degrés Celsius, et la barre s'embrase d'une couleur red hot, éclatante et intense. À ce moment précis, l'acier atteint son état plastique. Il irradie avec une telle intensité qu'il est difficile de le regarder sans lunettes de protection. On dirait qu'un petit soleil furieux est emprisonné à l'intérieur du métal. Mais cette couleur flamboyante est trompeuse. Bien que l'acier devienne malléable et prêt à être plié, il ne perd rien de sa masse colossale. Chacune de ces sections incandescentes pèse des centaines de kilos, et sa température est si élevée qu'elle peut instantanément vaporiser toute humidité dans un rayon de plusieurs mètres. L'air ambiant tremble sous l'effet de la chaleur, créant un mirage comme dans le désert. C'est le moment de tension extrême. Le géant d'acier a déjà perdu sa dureté, mais n'a pas encore acquis sa forme définitive, figé dans l'attente de l'essentiel. L'intervention des manipulateurs hydrauliques géants qui forceront cette masse incandescente à se plier à la volonté des ingénieurs. Quand cette barre d'acier chauffée à blanc sort du four, je recule instinctivement. Même à 10 mètres de distance, la chaleur est telle qu'on se croirait devant les portes ouvertes de l'enfer. Mais la véritable magie commence lorsque la presse hydraulique entre en jeu. Les opérateurs appellent ces pinces massives des doigts. Et quand on les voit à l'œuvre, on comprend pourquoi. Ces membres de fer saisissent une barre épaisse comme un tronc d'arbre, avec la même assurance que nous saisissons un crayon. À cet instant, le cerveau refuse de croire ce que voient les yeux. Ce qui se passe ensuite défie toute mon expérience de vie. L'acier, qui il y a une minute était plus dur que la roche, commence à se plier sous la pression hydraulique, comme s'il ne s'agissait pas d'un alliage ultra résistant, mais d'un morceau de pâte à modeler pour enfants ou de cire chauffée. Je vois des mécanismes massifs enserrer la barre et, d'un mouvement fluide, presque gracieux, la replier en une boucle parfaite autour d'un noyau d'acier. Ce n'est pas de la force brute, c'est un véritable travail d'orfèvre à l'échelle des géants. Chaque degré de courbure, chaque millimètre d'expansion du métal est calculé par ordinateur en temps réel. Une seule contrainte microscopique, et des micro-fissures apparaissent à l'intérieur de l'acier, qui plus tard, quelque part au milieu d'une tempête dans l'Atlantique, pourrait coûter la vie à quelqu'un. Lorsque la machine achève le cintrage, vous vous retrouvez face à un maillon qui n'est pas encore assemblé en chaîne, mais qui impressionne déjà par sa masse. Il pèse autant qu'une voiture de tourisme moyenne, mais occupe 10 fois moins d'espace. Une concentration incroyable de poids en une seule forme.
Tant qu'il rougeoie encore, je ressens cette responsabilité colossale, inscrite dans le métal. Ce n'est pas une simple pièce, c'est un futur élément d'un système d'ancrage qui maintiendra une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique. Il devra monter la garde pendant 30 ans, résistant aux assauts des vagues océaniques et à la pression de millions de tonnes d'eau sans le moindre droit à l'erreur. Assister à la naissance d'un tel titan, c'est une expérience qui vous fait prendre conscience de l'ampleur véritable des capacités humaines. Ensuite, les extrémités du maillon cintré se rapprochent. Un courant d'une puissance inouïe commence à passer entre elles. L'air s'ionise et le processus de soudage par étincelage débute. D'abord surgit un léger frémissement, puis une explosion de lumière. Une gerbe d'étincelles se disperse sur 10 mètres dans toutes les directions, illuminant l'atelier comme l'éclair d'une supernova. À cet instant, 2 bords de métal ne font plus qu'un au niveau moléculaire. Ce n'est pas simplement une soudure, c'est un monolithe. Lorsque les étincelles retombent, voilà devant vous un maillon achevé, qui vient de traverser le feu et l'électricité pour devenir indissociable. Et pour que nous restions indissociables, vous et moi, abonnez-vous à cette chaîne. En regardant cet acier incandescent refroidir, je me pose malgré moi la question: pourquoi tout cela? Pourquoi une telle précision inouïe, ces fours gigantesques et ces dépenses d'énergie pharaoniques pour un seul maillon? La réponse réside dans le prix de l'erreur, qui en pleine mer se compte en milliards de dollars et en vies humaines. Les clients de Vycinac-Adenas ne sont pas de simples compagnies maritimes. Ce sont des titans de l'énergie qui travaillent là où la nature montre son visage le plus impitoyable. Lorsqu'une nouvelle chaîne, trempée à Bilbao, est chargée à bord d'un navire, elle entame un long voyage à travers l'Atlantique, cap direct sur le golfe du Mexique. Là-bas, au milieu de l'immensité océanique, se dressent des plateformes pétrolières, dont chacune vaut plus qu'une petite ville. Et la seule chose qui empêche ces colosses de se transformer en épaves incontrôlables lors d'un ouragan de catégorie 5, c'est précisément cet acier espagnol. J'essaie d'imaginer cet instant. Le ciel vire au noir, les vagues s'élèvent à la hauteur d'un immeuble de 10 étages, et le vent tente d'arracher la plateforme de la surface de l'océan. À ce moment-là, quelque part dans les profondeurs marines, ces chaînes se tendent comme des cordes de violon. Elles encaissent le choc. Chaque maillon supporte le poids du monde entier, et si un seul d'entre eux venait à céder, ce serait le début d'une catastrophe écologique et financière aux proportions bibliques. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont ces monstres d'acier deviennent partie intégrante d'un avenir vert. Nous avons l'habitude d'associer l'industrie lourde au passé, mais ici, à Bilbao, j'ai vu les fondations d'une révolution énergétique. La nouvelle génération d'éoliennes flottantes constitue de véritables prouesses d'ingénierie. Ces turbines géantes, hautes comme des gratte-ciel, ne sont pas ancrées au fond marin. Elles dérivent en pleine mer, là où le vent est le plus puissant. Elles se balancent au gré des vagues, telles d'immenses bouées, tout en restant positionnées à quelques centimètres près. Et ce sont précisément ces anneaux d'acier, forgés ici même, dans la forge des dieux, qui les maintiennent en place. Il existe un métal plus cher que l'or, qui contrôle l'avenir des voitures électriques et qui alimente votre téléphone en ce moment même. Un métal pour lequel se déroulent de véritables guerres au Congo, où des enfants creusent la terre à mains nues, tandis que les multinationales déboursent des milliards pour garantir leur approvisionnement. C'est le cobalt, l'élément le plus controversé de l'ère des batteries, sans lequel aucune batterie lithium-ion au monde ne pourrait fonctionner. Une roche qui ressemble à de la pierre grise tachetée de rose, mais dont la valeur dépasse celle des métaux précieux, car d'elle dépend la capacité de l'humanité à se libérer du pétrole. Plongeons dans l'univers sombre du minerai de cobalt, où le progrès technologique se heurte à la géopolitique.
à l'exploitation et à une lutte acharnée pour les ressources. Commençons par le cobalt lui-même. C'est un métal gris argenté, avec une légère nuance rosée, magnétique, dur et résistant à la chaleur. Mais sa véritable valeur ne réside pas là. Le cobalt possède cette propriété unique de stabiliser la structure des cathodes dans les batteries lithium-ion. Sans lui, les batteries surchauffent, perdent leur capacité, peuvent s'enflammer ou exploser. Chacun de vos appareils, smartphone, ordinateur portable, écouteurs, cigarette électronique, contient du cobalt dans sa batterie. Et chaque voiture électrique sur la route renferme entre 5 et 20 kg de ce métal. Le minerai de cobalt a une apparence peu remarquable. Les minéraux les plus courants sont la cobaltite, l'érythrite, la scuterudite. La couleur varie du gris au noir, parfois avec des nuances roses ou violettes dues aux impuretés. L'érythrite est surnommée « fleur de cobalt » en raison de sa couleur rose framboise. C'est elle qui trahit la présence de cobalt dans la roche. Mais le cobalt en lui-même forme rarement des gisements distincts. Il est généralement extrait comme sous-produit lors de l'exploitation du cuivre ou du nickel. Et c'est là que commence le véritable problème. Environ 70% du cobalt mondial provient d'un seul pays, la République démocratique du Congo. Un cauchemar géopolitique. Imaginez que la quasi-totalité du cobalt pour toutes les batteries de la planète dépendent d'un seul pays africain instable, rongé par la corruption, les conflits et des conditions de travail épouvantables. C'est comme si tout le pétrole mondial se trouvait dans un unique endroit susceptible d'exploser à tout moment. La région du Katanga, au sud de la RDC, est un phénomène géologique, la fameuse ceinture de cuivre. Sous terre gisent d'immenses gisements de minerais de cuivre, contenant entre 0,1 et 0,5% de cobalt. Cela semble peu, mais quand on extrait des millions de tonnes de cuivre par an, on obtient au passage des centaines de milliers de tonnes de cobalt. Les gisements les plus riches atteignent jusqu'à 1% de cobalt, ce qui est déjà considérable. L'extraction se fait de deux manières, les mines industrielles des grandes corporations et ce qu'on appelle les mines artisanales, c'est-à-dire l'extraction rudimentaire. Les mines industrielles sont des complexes modernes, dotés d'équipements valant des milliards de dollars, où travaillent des milliers de personnes. Le minerai est dynamité, chargé par d'immenses excavateurs, transporté vers les usines de traitement. Tout est automatisé, contrôlé, relativement sûr. Et maintenant, l'extraction artisanale, c'est l'enfer sur Terre. Des dizaines de milliers de personnes, dont des enfants dès l'âge de 7 ans, creusent le minerai à la main dans des mines primitives sans aucune sécurité. Ils descendent dans des fosses profondes de 40 à 50 mètres par des échelles branlantes, sans casque, sans étai, sans ventilation. Les éboulements tuent régulièrement, des dizaines de morts par an officiellement, en réalité, sans doute bien davantage. Ils creusent à main nue ou avec des outils rudimentaires, remplissent des sacs de minerais et les traînent jusqu'à la surface. Ils gagnent quelques dollars par jour, une misère, même selon les standards africains. Le minerai est vendu à des intermédiaires qui l'acheminent vers les entrepôts d'entreprises chinoises. Là, il est contrôlé, payé en liquide, puis expédié pour être transformé. Aucune traçabilité, aucune garantie d'origine. Les organisations internationales de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Amnesty International, Human Rights Watch publient des rapports accablants sur le travail des enfants, l'exploitation, les conditions périlleuses. Des géants comme Apple, Tesla ou Samsung jurent qu'ils n'achètent pas de cobalt issu de mines artisanales. Mais la chaîne d'approvisionnement est si opaque qu'il est quasiment impossible de retracer l'origine exacte du cobalt dans une batterie donnée.
La Chine contrôle l'essentiel du raffinage du cobalt. Même si le minerai est extrait au Congo, il est acheminé vers la Chine dans des fonderies. Là, on en extrait le cobalt, on le purifie et on fabrique les composés chimiques pour les batteries. Oxyde de cobalt, sulfate de cobalt. Ensuite, ces composés partent vers les usines de production de batteries, elles aussi majoritairement situées en Chine ou en Corée du Sud. La Chine contrôle environ 80% du raffinage mondial du cobalt. Cela lui confère un pouvoir géopolitique considérable sur la transition mondiale vers les véhicules électriques. Le raffinage du minerai de cobalt est complexe. S'il s'agit d'un minerai de cuivre-cobalt, il est d'abord broyé et enrichi par flottation, ce qui permet de séparer les sulfures de cuivre et de cobalt de la gangue stérile. Ensuite, le concentré est fondu dans des fours à 1200 degrés Celsius, produisant une matte, alliage de sulfure de cuivre, de cobalt et de fer. Le mat est soufflé à l'oxygène dans un convertisseur, oxydant le fer et le soufre. On obtient du cuivre brut contenant du cobalt. Ensuite, les métaux sont séparés par des méthodes hydrométallurgiques. Dissolution dans l'acide sulfurique, purification de la solution des impuretés, précipitation sélective d'abord du cuivre par électrolyse, puis du cobalt. Ou bien, on utilise l'extraction par solvant. Le cobalt passe dans la phase organique, se sépare du cuivre, puis est reprécipité dans une solution aqueuse et isolé par électrolyse comme métal pur. La pureté du cobalt pour les batteries doit être de 99,8% et plus. Même des micro-impuretés de fer, de nickel ou de cuivre altèrent les propriétés des batteries. D'où une purification en plusieurs étapes, avec contrôle à chaque stade. Le prix du cobalt affiche une volatilité vertigineuse. En 2018, il a grimpé jusqu'à 95 000 $ la tonne, soit plus cher que l'or au volume. La raison, l'essor fulgurant des véhicules électriques et la crainte d'une pénurie de cobalt. Les entreprises raflaient tout ce qu'elles pouvaient trouver. Puis le prix a chuté à 24 000 $, en raison d'une offre excédentaire et d'une récession qui a frappé la demande. Actuellement, le prix oscille autour de 30 à 40 000 $ la tonne. Les fabricants de batteries tentent désespérément de réduire leur dépendance au cobalt. Ils développent de nouvelles chimies de cathode avec une teneur réduite, voire sans cobalt du tout. Les batteries lithium-fer-phosphate ne contiennent aucun cobalt, mais offrent une densité énergétique inférieure. Elles conviennent aux véhicules électriques bon marché avec une autonomie moindre. Tesla a réduit la teneur en cobalt de ses batteries à moins de 5% et prévoit de s'en affranchir totalement. Tant, il est impossible de remplacer complètement le cobalt dans le segment premium. Les batteries haute capacité des véhicules électriques haut de gamme, offrant 5 à 600 km d'autonomie, exigent des cathodes à forte teneur en nickel et en cobalt. La formule 80% de nickel, 10% de manganèse, 10% de cobalt représente un compromis entre capacité et stabilité. Sans cobalt, ces batteries sont sujettes à la surchauffe et à la dégradation. La demande de cobalt devrait augmenter, malgré les efforts pour réduire son utilisation. Pourquoi ? Parce que le nombre de véhicules électriques croît plus rapidement que la teneur en cobalt dans les batteries ne diminue. En 2020, 3 millions de véhicules électriques ont été vendus. En 2023, 14 millions. Les prévisions pour 2030 dépassent 30 millions. Même si la teneur en cobalt chute de moitié, la demande globale continuera de croître de manière exponentielle. D'autres pays tentent de trouver des sources alternatives. L'Australie possède de modestes gisements, tout comme le Canada, la Russie, les Philippines, Cuba. Mais ensemble, ils ne fournissent que 30% du cobalt mondial, et augmenter la production rapidement s'avère impossible. Il faut des années pour la prospection, la construction des mines, l'obtention des autorisations. Le Congo reste le fournisseur dominant,
et cela ne changera pas dans les 10 à 15 prochaines années. On tente aussi d'extraire le cobalt des fonds marins. Au fond du Pacifique reposent des milliards de tonnes de nodules polymétalliques, des concrétions de la taille d'une pomme de terre, contenant nickel, cobalt, cuivre, manganèse. La concentration en cobalt y avoisine 0,2%. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est constant sur d'immenses étendues. Les technologies d'extraction en eau profonde se développent, mais les conséquences écologiques demeurent inconnues, et la communauté internationale reste pour l'instant prudente quant aux autorisations. Le recyclage des batteries constitue une source potentielle de cobalt. Lorsque des millions de véhicules électriques arriveront en fin de vie dans 10 à 15 ans, leurs batteries deviendront un réservoir colossal de métaux précieux. Les technologies de recyclage existent, on démonte les batteries, on les broie, on les fait fondre ou on les dissout dans des acides pour en extraire le cobalt, le nickel et le lithium. Mais l'équation économique reste complexe. Le recyclage coûte souvent plus cher que l'extraction de minerais neufs. Chaque année, des milliards d'appareils sont lancés dans le monde, qui ne fonctionneraient pas sans un métal presque invisible. Mais que diriez-vous si je vous affirmais que l'avenir des smartphones, des voitures électriques et de l'énergie verte repose sur un matériau dont l'extraction peut empoisonner des régions entières, et qui est de facto contrôlé par un seul État? Pourquoi un élément minuscule détermine-t-il la puissance d'un moteur, l'autonomie d'une voiture électrique et même la stabilité des marchés mondiaux? On parle peu du néodyme, et pourtant c'est lui qui constitue le fondement caché de notre civilisation moderne. Dans cette vidéo, nous suivrons le parcours du minerai brut jusqu'aux aimants ultra puissants. Et tout à la fin, je vous révélerai un fait qui explique pourquoi ce métal est déjà devenu une arme géopolitique. Dans les smartphones, les aimants au néodyme assurent le fonctionnement des haut-parleurs, des microphones, des vibreurs et des systèmes de mise au point automatique des caméras. Dans les ordinateurs et les serveurs, ils garantissent le positionnement des éléments mobiles et le refroidissement. Dans les véhicules électriques, le néodyme détermine véritablement les performances du moteur de traction, couple et autonomie. Dans les éoliennes, il transforme la rotation des pales en électricité, sans recours à des transmissions mécaniques complexes. De ce fait, contrôler le néodyme, c'est contrôler le rythme du développement de l'électronique, des transports et de l'énergie. Car sans lui, la plupart des technologies modernes perdent leur efficacité ou deviennent économiquement non rentables. Les terres rares sont longtemps demeurées hors du regard du grand public, mais ce sont elles qui constituent le socle invisible de notre civilisation technologique contemporaine. Le néodyme, le dysprosium et quelques dizaines de métaux apparentés ne sautent pas aux yeux, ne brillent pas dans les bijoux et se rencontrent rarement à l'état pur. Le néodyme appartient au groupe des lanthanides, que l'on a appelé terres rares, non pas parce qu'ils sont exceptionnellement rares, mais en raison de la complexité de leur extraction et de leur séparation. Dans la nature, ils se trouvent presque toujours ensemble, sous forme de mélanges minéraux complexes. C'est précisément cela qui les a rendus peu attrayants pour l'industrie pendant des décennies. La situation a changé à la fin du XXe siècle, lorsque l'humanité s'est heurtée aux besoins d'aimants ultra puissants, compacts et stables. La révolution est survenue avec l'apparition des aimants néodyme-fer-bore. Ils se sont révélés plusieurs fois plus puissants que leurs équivalents traditionnels en ferrite ou alnico. Un petit fragment d'un tel aimant peut générer un champ magnétique qui nécessitait auparavant des structures beaucoup plus grandes et lourdes. C'est précisément grâce à cela qu'il est devenu possible de miniaturiser les moteurs électriques, les haut-parleurs, les disques durs, les systèmes de stabilisation et une multitude d'autres composants. Dans un smartphone moderne, les aimants au néodyme fonctionnent simultanément dans plusieurs ensembles.
le module de vibration, les haut-parleurs, les micromoteurs des caméras. Dans les véhicules électriques, leur rôle est encore plus critique. Les moteurs de traction à aimant permanent garantissent une efficacité élevée, moins de perte d'énergie et des dimensions plus compactes. Pour assurer un fonctionnement stable à haute température, on ajoute du dysprosium ou du terbium à la composition des aimants. Ce sont précisément ces éléments qui empêchent les aimants de perdre leurs propriétés sous charge, mais les rendent par la même occasion encore plus stratégiques. Les éoliennes constituent un autre exemple emblématique. Les générateurs modernes à entraînement direct nécessitent des centaines de kilogrammes d'aimants au néodyme. Sans eux, il faudrait revenir aux multiplicateurs encombrants, ce qui réduirait la fiabilité et augmenterait les coûts de maintenance. Ainsi, la transition vers l'énergie verte est directement liée à l'accès aux terres rares. Cependant, le parcours de ces matériaux, de l'extraction à leur intégration dans des produits de haute technologie, est loin d'être exemplaire. L'exploitation minière et le traitement des terres rares figurent parmi les processus les plus problématiques sur le plan environnemental dans l'industrie extractive. Les minerais contiennent souvent des impuretés radioactives et la séparation chimique exige d'importantes quantités d'acide et d'eau. Les déchets s'accumulent dans des bassins de résidus, contaminant les sols et les ressources en eau. C'est précisément pour cette raison que de nombreux pays ont renoncé par le passé à leur production nationale, la confiant de fait à l'externalisation. Ce vide a été comblé par un seul État, la Chine. Dès les années 1990, elle a investi méthodiquement dans l'extraction, le raffinage et la purification des terres rares. La combinaison de normes environnementales peu contraignantes, d'un soutien étatique massif et d'une stratégie de long terme a permis à la Chine d'établir un quasi-monopole sur le marché mondial. Aujourd'hui, c'est là que se concentre l'essentiel des capacités de transformation des matières premières de terres rares, même lorsque le minerai lui-même est extrait ailleurs. Ce monopole a fait du néodyme et du dysprosium un instrument géopolitique. Les restrictions à l'exportation, les quotas ou même de simples menaces de rupture d'approvisionnement ont un impact immédiat sur les marchés de l'électronique, de l'automobile et de l'énergie. Les pays qui aspirent à l'indépendance technologique sont contraints de repenser d'anciennes solutions, d'investir dans le recyclage, la réutilisation et la recherche d'alternatives. La production de néodyme commence bien avant l'apparition des aimants brillants et des composants de haute technologie. Tout démarre avec le minerai, le plus souvent de la basténésite ou de la monazite, des minéraux contenant un mélange d'éléments de terre rares, étroitement imbriqués. Après extraction, le minerai est concassé et broyé jusqu'à obtenir une poudre fine qui passe par une étape d'enrichissement. Par flottation ou séparation magnétique, on obtient un concentré de minéraux de terre rares. À ce stade, le néodyme n'est toujours pas isolé. Ce n'est que la préparation à la partie la plus complexe de tout le processus. L'étape suivante est le traitement chimique. Le concentré est dissous dans des acides, généralement sulfuriques ou chlorhydriques, transformant la roche solide en une solution agressive saturée d'ions de terre rares. C'est précisément ici que la production acquiert sa réputation de sale. D'importants volumes de déchets liquides se forment, ainsi que des sous-produits contenant du thorium et d'autres éléments indésirables. Ces solutions nécessitent un contrôle rigoureux et une purification ultérieure. L'étape la plus cruciale et la plus longue demeure la séparation des terres rares entre elles. Chimiquement, elles sont extraordinairement similaires, si bien qu'on ne peut simplement les filtrer. On recourt alors à l'extraction par solvant. Le liquide traverse à maintes reprises des cascades de réacteurs, où les différents éléments passent tour à tour de la phase aqueuse à la phase organique, et inversement. Ce processus peut s'étaler sur des semaines. Au final, on obtient des fractions distinctes, où le néodyme se trouve enfin séparé du praséodyme, du dysprosium et de ses autres voisins.
Après purification, le néodyme est précipité sous forme de sel ou d'oxyde, le plus souvent d'oxyde de néodyme. Cette poudre constitue déjà une matière première industrielle, mais pas encore un métal. Pour obtenir le néodyme métallique, l'oxyde est réduit dans des fours sous vide ou sous atmosphère inerte à l'aide de calcium ou d'autres agents réducteurs. Le processus se déroule à haute température et dans des conditions où le métal n'entre pas en contact avec l'oxygène, faute de quoi il s'oxyderait instantanément. Le néodyme métallique obtenu est un matériau gris argenté, chimiquement actif, rarement utilisé tel quel. Il est presque immédiatement destiné à la fabrication d'alliages magnétiques, où il s'associe au fer et au bore. Ainsi, le chemin du minerai à l'aimant passe par des dizaines d'opérations, des milliers de tonnes de réactifs et une quantité considérable d'énergie. Chaque année, des centaines de milliers de tonnes d'un métal sont produites dans le monde. Un métal qui ne brille jamais dans les vitrines et ne devient jamais symbole de luxe. Pourtant, sans lui, le monde moderne s'arrêterait tout simplement. Quel est donc ce matériau qui se cache à 2 km de profondeur, résiste à la température de la surface du Soleil et rend l'acier pratiquement indestructible? Pourquoi, pour quelques kilos de ce métal, transforme-t-on des tonnes de roches? Et pourquoi les nations investissent-elles des milliards de dollars dans des mines et des fours dignes de l'enfer? Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours du molybdène, du désert stérile jusqu'au cœur des réacteurs d'avion. Et si vous restez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi cet élément presque invisible contrôle la puissance de toute notre civilisation. Le molybdène n'existe pas à l'état pur. Il se cache profondément dans la croûte terrestre, généralement associé au cuivre. Son extraction représente un défi que seuls quelques pays leaders peuvent relever. Le plus grand acteur sur ce marché est le Chili. C'est là, au cœur du désert aride d'Atacama, à plus de 2700 mètres d'altitude, que se trouve le légendaire gisement de Chuquicamata. Cette carrière gigantesque mesure près de 4 km de diamètre et 800 mètres de profondeur. Ici, le molybdène est extrait comme un précieux bonus du cuivre. Imaginez l'ampleur. Pour chaque tonne de minerai de cuivre, les métallurgistes n'obtiennent qu'environ 20 kg de concentré de molybdène. Pourtant, grâce aux volumes colossaux traités, le Chili assure près d'un tiers de la demande mondiale. Les États-Unis ne sont pas en reste grâce au gisement de Climax dans le Colorado. Cette véritable merveille géologique est exploitée depuis plus d'un siècle. La Chine et le Pérou accroissent également leurs capacités, creusant des mines souterraines profondes et investissant des milliards de dollars dans l'automatisation pour extraire le métal depuis 2 km de profondeur. Le parcours du molybdène, d'un morceau de roche brute à un lingot étincelant, est un processus rigoureux et assourdissant. D'abord, d'immenses excavateurs chargent la roche dans des concasseurs, qui, dans un fracas inouï, brisent la pierre en fragments de la taille d'un poing. Ces éclats passent ensuite dans des broyeurs géants, des tambours d'acier de 9 mètres de long, remplis de lourdes billes métalliques. En tournant, les broyeurs transforment la pierre en une poudre extrêmement fine. L'étape suivante tient de la magie. C'est la flottation. On mélange la poudre avec de l'eau et des réactifs spéciaux dans des cuves où l'on insuffle de l'air. Les bulles capturent les particules de molybdène et les portent à la surface sous forme d'une épaisse mousse grise, que l'on retire ensuite à l'aide de racloirs. Le concentré obtenu est séché dans des fours, donnant une poudre jaunâtre, le trioxyde de molybdène. Pour fondre le molybdène, on utilise des fours à arc électrique géants. Ce sont des structures massives à l'intérieur desquelles règne une atmosphère d'enfer incandescent. L'élément clé ici, ce sont les électrodes en graphite, des colonnes de carbone d'1 mètre d'épaisseur qui s'enfoncent dans la charge.
Lorsqu'on y applique une tension colossale, un arc électrique aveuglant jaillit entre l'électrode et le métal. La température à l'épicentre de cet arc atteint près de 6000 degrés Celsius, une chaleur comparable seulement à celle qui règne à la surface du Soleil. Dans ce chaos de feu, au milieu du grondement incessant des décharges électriques et des nuages d'étincelles incandescentes, s'accomplit un mystère métallurgique. L'oxyde de molybdène se mêle au fer et, sous l'action du plasma, ils fusionnent en un bain monolithique. Le spectacle est fascinant. Le métal liquide bouillonne, comme la lave au cœur d'un volcan. Et même les lunettes de protection les plus sombres des aciéristes ne suffisent pas à atténuer son éclat. Mais obtenir la fonte n'est que la moitié du chemin. L'étape suivante, le raffinage. Pour que l'acier futur soit irréprochable, l'alliage obtenu doit être débarrassé des moindres impuretés et des gaz susceptibles de le fragiliser. Pour ce faire, le ferromolybdène en fusion est traversé par un flux d'argon. Ce gaz inerte circule à travers la masse métallique en millions de bulles, emportant littéralement vers la surface tout ce qui est superflu. Ce procédé permet d'atteindre une pureté du produit tout à fait remarquable, 99,5%. À la sortie, on obtient un matériau d'une pureté parfaite, prêt à devenir partie intégrante de quelque chose de plus grand. Une fois le raffinage achevé, le liquide argenté, presque blanc sous l'effet de la chaleur, est coulé dans des moules spéciaux. Après refroidissement, ils se transforment en briquettes lourdes et résistantes. Chaque briquette est un véritable trésor. Ce n'est pas simplement du métal, c'est l'énergie accumulée de milliers de kilowattheures et le travail de nombreux spécialistes. Ces briquettes sont emballées dans des fûts robustes et partent pour un long voyage aux quatre coins du monde, vers les plus grandes aciéries d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Dans les aciéries, ces briquettes attendent leur mission finale. Dans les gigantesques convertisseurs où bouillonnent 200 tonnes de fonte en fusion, le ferromolybdène devient cet ingrédient secret. Dès que la briquette froide touche le métal liquide, elle se dissout instantanément, créant des liaisons carbure particulières au niveau moléculaire. Le molybdène agit comme une colle invisible, et dans le même temps, comme une armure. Il rend la structure de l'acier parfaitement homogène. Grâce au molybdène, l'acier acquiert une propriété unique. Il ne se fissure pas sous pression critique et ne ramollit pas lors de surchauffe. C'est précisément pour cette raison qu'on l'utilise dans la fabrication des aubes de turbines, des avions à réaction, qui fonctionnent dans la fournaise infernale du moteur, ou pour les trépans qui mordent dans la roche dure à des milliers de mètres de profondeur. Sans cet alliage, l'industrie pétrolière moderne, les vols spatiaux et même l'artillerie lourde seraient impossibles. L'ensemble de ce processus dure environ 1 an et demi. La production mondiale de molybdène se maintient à un niveau stable de 280 à 320 000 tonnes par an, avec une croissance prévue jusqu'à 350 000 tonnes d'ici 2030 en raison de la demande pour les technologies vertes. Le Chili est en tête avec 28 à 32%, suivi de la Chine avec 22 à 25%, soit environ 75 000 tonnes. Les États-Unis en extraient de 14 à 16%, ce qui représente environ 45 000 tonnes. Le Pérou détient de 9 à 11%. Le molybdène est plus résistant que le titane dans les alliages et supporte une température de fusion de 2623 degrés. Mais saviez-vous que le tungstène fait encore mieux ? Dites-nous si vous souhaitez une vidéo sur ce métal. Le nom molybdène vient du mot grec ancien molybdos, qui signifie plomb. Les Grecs de l'Antiquité furent les premiers à remarquer cet étrange minerai noir, qui ressemblait au plomb par son poids et son éclat, mais qui ne fondait pas comme un métal, et ne convenait pas pour fabriquer des outils. Ils le confondaient avec le graphite. Les deux minéraux ont un éclat argenté, une structure feuilletée
et une texture tendre, laissant une trace noire sur le papier ou la pierre. Les Grecs utilisaient la molybdénite comme minerai de plomb pour les peintures ou les onguents, mais ne reconnurent pas le métal. La première étude scientifique eut lieu au XVIIe siècle, lorsque le Suédois Johan Gmelin décrivit la molybdéna comme une substance distincte. En 1778, Carl Wilhelm Scheele extrait l'acide molybdique, et en 1781, Peter Hjelm obtient le métal pur en fondant l'oxyde avec du charbon. La confusion avec le graphite persista. Le minerai fut même appelé graphite de molybdène. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le molybdène fut reconnu comme essentiel pour l'acier. Henri Bessemer l'ajouta dans ses convertisseurs pour la résistance.